Merci Alexandre, merci à tous merci à tous les deux pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Paul Houbert, felseul au CHU de Nîmes et on m'a demandé de vous parler des actualités concernant les pneumonies aiguës communautaires de l'adulte. Et donc ça va être l'occasion de revenir justement sur l'actualisation des recommandations de prise en charge de ces pneumonies aiguës communautaires, ou autrement appelées PAC, qui ont été réalisées de manière conjointe à la fois par la SPILF et par la Société de pneumologie de langue française, la SPLF, et publiées au début de l'année 2025, donc il y a un petit peu moins d'un an. Maintenant, avec le soutien d'autres sociétés françaises, comme la Société française de réanimation, de microbiologie, de radiologie et de médecine d'urgence, dont des recommandations qui n'avaient pas été actualisées depuis plus de 10 ans. Et un travail donc assez long, comme souvent, avec les recommandations qui a duré plus d'un an avant la sortie donc, de ces recommandations au premier trimestre 2025. Donc, je parlerai de différentes situations pour ces pneumonies du communautaire qui ont été définies comme telles dans les recommandations. Donc, je parlerai à la fois des pneumonies ambulatoires, donc de personnes qui peuvent consulter à l'hôpital mais qui seront traitées en ambulatoire, ou de personnes qui vont consulter en ambulatoire directement chez leur médecin traitant généraliste, par exemple. Ensuite, donc à l'inverse, on aura les pneumonies qui vont être hospitalisées, et là encore, on fera la distinction entre les pneumonies hospitalisées qui vont être non graves, des pneumonies hospitalisées comme graves. Donc, par définition, les pneumonies non graves vont être hospitalisées plutôt dans les services de médecine, et les pneumonies graves vont être hospitalisées dans les services de soins continus ou de réanimation en fonction du fonctionnement des structures. Donc un mot pour commencer sur l'épidémiologie, avec ce qui sort de manière très claire maintenant, mais c'est pas très nouveau, mais c'est que les deux facteurs principaux de risque de faire des pneumonies du communautaire sont d'une part l'âge. Avec une population vieillissante, on voit que clairement à partir de l'âge de 50 ans, et puis quand on place les seuils même au-delà de 65, et puis plus on avance en âge, et plus le risque de faire une pneumonie est importante. Et le fait d'avoir des pathologies chroniques, principalement cardiaques et respiratoires, vont être des facteurs de risque majeurs, auxquels peuvent se rajouter bien sûr d'autres comorbidités telles que l'immunodépression, avec aussi un certain nombre un nombre de personnes immunodéprimées qui augmente d'année en année. Un point qui me semble important aussi, ça n'a pas beaucoup bougé quand on regarde les études qui s'intéressent à l'épidémiologie des pneumonies du communautaire, c'est qu'on a encore entre 50 et 60% des pneumonies communautaires qui ne sont pas documentées. Donc ça, c'est quand même important à avoir en tête, parce que ça veut dire qu'on fait un traitement probabiliste qui va continuer à être probabiliste dans 50 à 60% des cas. C'est-à-dire qu'on n'aura pas moyen d'adapter le traitement sur des prélèvements microbiologiques. Ça, on pourra en parler. Et puis, ça pose pas mal de questions, parce que on y reviendra également, mais on a du mal à savoir, malgré les différents outils microbiologiques qu'on peut avoir, si on est en présence de pneumonies qui peuvent être virales, de pneumonies qui peuvent être virales et bactériennes, ou de pneumonies bactériennes seules. Et donc, on a encore très probablement beaucoup de pneumonies virales que l'on traite comme des pneumonies bactériennes, avec de ce fait une surutilisation, un mésusage des antibiotiques. Quand on arrive à documenter les pneumonies, on sait que le pneumocoque, dans le Streptococcus pneumoniae, reste la bactérie qui est la plus fréquemment retrouvée. Ça, c'est constant depuis de nombreuses années, même si en fonction des pays, on peut voir que le pneumocoque a tendance à diminuer au profit d'autres bactéries, avec un impact probablement de l'utilisation assez large maintenant des vaccins contre le pneumocoque, à la fois chez les enfants et puis également chez les adultes. Dans un certain nombre de pays, on sait également que la vaccination de l'enfant va avoir des effets indirects sur la circulation du pneumocoque chez l'adulte. Et puis les virus respiratoires, donc on les recherche de plus en plus grâce aux techniques de biologie moléculaire, ça aussi j'y reviendrai. Donc on les trouve de plus en plus. Donc il n'y a pas forcément plus qu'avant, mais en tout cas on se rend compte qu'ils sont très souvent présents dans les pneumonies du communautaire. Comme je vous disais, on ne sait pas s'ils sont seuls ou s'ils sont accompagnés de bactéries. Ça, c'est un peu les limites à l'heure actuelle. Et ce qu'on sait par contre, c'est quand on a des virus respiratoires associés à des bactéries, c'est bien montré que ça a un impact négatif sur le pronostic. Donc c'est vrai que ces co-infections virales bactériennes sont assez finalement néfastes pour les patients. Donc, je continue sur le diagnostic. Donc, le diagnostic reste avant tout clinique, et avec une confirmation radiologique, enfin à l'imagerie. Donc, ça reste des signes fonctionnels respiratoires fébriles, avec une atteinte parenchymateuse à l'imagerie. Donc, je vais revenir sur les différentes techniques d'imagerie qu'on a pu recommander dans les recommandations.
Un mot avant sur les marqueurs biologiques, avec donc deux marqueurs auxquels on s'est intéressé, parce qu'ils ont une place assez importante. Ça dépend aussi beaucoup des structures, mais ces deux marqueurs sont donc la CRP et puis la PCT, la procalcitonine. Donc les conclusions qui ont été faites dans les recommandations, c'est que finalement aucun de ces deux marqueurs n'est recommandé de manière systématique, ni pour le diagnostic, ni pour le suivi des pneumonies aiguës communautaires, étant donné que ce soit en ambulatoire ou chez les pneumonies hospitalisées, étant donné qu'il est souvent difficile d'interpréter le dosage de la CRP et qu'on n'a pas de seuil vraiment fiable permettant de distinguer par exemple une infection bactérienne d'une infection virale juste avec la CRP. Il y a aucune étude de plus qui a montré que le dosage de la CRP de manière régulière avait un bénéfice sur la prise en charge du patient, sur son évolution, même si on a tendance à le faire souvent, et c'est encore beaucoup dans les pratiques, de faire des CRP au moment du diagnostic et de faire des CRP de manière régulière pour s'assurer de la bonne évolution qui en général va en même temps que la clinique. Donc on est censé pouvoir se fier à l'évolution clinique et pas être dépendant des résultats de CRP pour dire que les patients vont mieux. Donc de ce fait, la CRP n'est pas recommandée, comme je vous le disais, de manière systématique, ni pour le diagnostic, ni pour le suivi. Pour la procalcitonine, donc la PCT, de la même manière, donc c'est dans les pneumonies qui sont hospitalisées, là aussi, il y a peu de données qui montrent que l'utilisation de la PCT au moment du diagnostic ou pour le suivi des patients qui auraient été mis sous traitement antibiotique a un intérêt. Donc elle non plus n'est pas recommandée de manière systématique. Il y a quelques travaux qui semblent intéressants en médecine de ville, avec notamment l'utilisation de la PCT en point of care, c'est-à-dire en test rapide directement auprès du patient, qui pourrait probablement avoir un intérêt pour justement arriver à distinguer les origines virales des origines bactériennes et aider la médecine de ville justement à surseoir à l'utilisation des antibiotiques dans certaines situations. Donc il y a probablement, c'est ce qu'on a mis dans les recommandations, un intérêt à développer ces travaux en médecine ambulatoire avec ces PCT, donc en point of care. Pour ce qui est de l'imagerie, donc je vous l'ai dit, ça reste important l'imagerie pour affirmer le diagnostic. Dans le contexte ambulatoire, la radiographie du thorax reste recommandée si possible dans un délai court, mais son obtention ne doit pas retarder l'initiation de l'antibiothérapie. Donc en cas de suspicion d'une pneumonie et du communautaire bactérienne, les antibiotiques peuvent être débutés et le patient peut faire une radiographie du thorax dans les jours suivant le début de l'antibiothérapie, dans les 3 jours idéalement. Le scanner thoracique n'est pas recommandé en prise en charge ambulatoire et l'échographie thoracique, qui est le troisième examen qui se développe de plus en plus, mais surtout dans le versant hospitalier, peut tout à fait être proposé également en médecine ambulatoire, à la condition bien sûr de la formation du praticien, mais qui va se développer, qui va se faire de plus en plus dans les années à venir. Dans le contexte hospitalier, la radiographie ou l'échographie ont été mis au même niveau, étant donné les bonnes performances de l'échographie thoracique avec des personnels médicaux formés. Le scanner thoracique a été proposé en deuxième intention, en privilégiant les scanners thoraciques low dose, donc pour diminuer l'irradiation des patients, et positionné plutôt il existe pardon, un doute diagnostique à l'issue de l'évaluation clinique et de la réalisation soit d'une radio, soit d'une échographie pleuropulmonaire. On avait fait certains travaux montrant que le scanner thoracique était particulièrement intéressant dans des patients qu'on pouvait classer en zone grise, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à infirmer ou à affirmer une pneumonie en se basant sur la clinique, sur la biologie et puis sur les examens d'imagerie de première intention. Et c'est vrai que dans ces situations-là, le scanner a bien sûr des performances qui sont tout à fait intéressantes et qui en général permettent d'avoir un diagnostic défini, soit d'infirmer, soit de confirmer en cas de doute chez ces patients. Donc j'enchaîne avec la prise en charge. Donc la prise en charge avec deux parties. La première sur les examens microbiologiques. Donc les examens microbiologiques, on a refait, en fait, on a balayé tous les examens microbiologiques qui étaient disponibles et on est revenu sur leur intérêt ou pas. Et si intérêt, est-ce que c'était pour tous les patients ou si c'était pour certaines catégories de patients. Donc on a commencé avec l'examen cytobactériologique des crachats. Donc c'est un examen qui est relativement simple à faire à la condition que le patient arrive à avoir des expectorations mucopurulentes, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pneumonies, y compris bactériennes.
Donc, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que finalement, les performances et la sensibilité de l'ECBC varient selon les études entre 30 et 80%, selon notamment que le CBC est de bonne qualité, donc du coup va pouvoir être bien interprété. Les ECBC sont quand même dépendants donc à la fois de la qualité, mais également du temps de transport vers les laboratoires, sont dépendants également de la prise d'antibiotiques en pré-hospitalier par les patients, ou en pré-consultation en tout cas, et on sait qu'il y a à peu près 30% des patients qui, avant de consulter leur médecin ou avant d'aller à l'hôpital, ont pris une antibiothérapie, souvent par automédication, donc ce qui peut fausser les ECBC notamment. Et il y a finalement peu d'études qui ont montré un bénéfice à faire systématiquement des ECBC chez les patients sur l'évolution clinique. Donc on a choisi de recommander ces ECBC dans les pneumonies considérées comme graves, donc en particulier lorsque les patients vont avoir une intubation orotrachéale. Dans les pneumonies hospitalisées non graves, si les expectorations, donc si le patient arrive à cracher, en particulier dans les quatre points que vous avez écrits sur la diapositive, qui sont finalement des situations dans lesquelles l'intérêt d'avoir un ECBC serait de permettre de rétrograder un traitement antibiotique qui pourrait être différent d'une antibiothérapie conventionnelle sur laquelle je reviendrai. Donc en pratique, pour tous les patients qu'on traiterait en probabiliste par des antibiothérapies autres qu'amoxicilline, amoxicilline acide clavulanique ou une céphalosporine de troisième génération, c'est-à-dire des patients qu'on voudrait traiter pour un SARM ou pour un Pseudomonas aeruginosa, donc souvent quand même des patients connus pour être colonisés ou pour avoir fait précédemment des infections à des germes moins conventionnels. Ces patients-là, c'est intéressant parce que si on met une antibiothérapie plus large, qu'on arrive à documenter et que finalement on arrive à des germes plus conventionnels, on peut se permettre de réduire le spectre antibiotique. Les deux autres situations dans lesquelles il pourrait y avoir un intérêt, c'est donc les personnes hospitalisées qui auraient reçu une antibiothérapie parentérale au cours des 3 derniers mois, qui sont aussi plus à risque d'avoir des germes pouvant avoir des profils de résistance différents, et puis des patients qui ne répondraient pas au traitement antibiotique de première ligne ou qui s'aggraveraient enfin, sous un traitement antibiotique de première ligne, et donc on conseille de réévaluer à 48-72 heures. Pour les hémocultures, donc les hémocultures, là aussi, il y a des données épidémiologiques, notamment américaines, qui montrent que finalement, dans les pneumonies, les hémocultures sont positives en général dans 5% des cas. Ça a peu d'impact sur le changement des traitements antibiotiques et qu'à l'inverse, en cas de faux positifs, donc de contamination, notamment avec des germes cutanés type staphylocoque, on peut être amené à modifier les traitements antibiotiques par excès. Donc, on recommande là aussi les hémocultures en cas de pneumonie grave, en cas de pneumonie hospitalisée non grave, en cas de doute diagnostique, chez les patients immunodéprimés, chez qui on sait qu'il y a des hémocultures qui vont être un peu plus fréquemment positives, chez les patients là aussi qui vont être traités de manière probabiliste par une antibiothérapie non conventionnelle, chez les patients avec l'antécédent d'infection à SARM, donc Staph aureus résistant à la méticilline ou Pseudomonas aeruginosa. Et puis, comme pour les ECBC, chez les patients hospitalisés qui auraient reçu une antibiothérapie parentérale dans les 3 derniers mois, et en cas de réponse, de réponse défavorable ou de non-réponse après 72 heures d'évolution et un traitement antibiotique de première ligne. Pour les antigénuries, là aussi, antigénurie, donc ça, on n'est pas revenu sur ce qui avait été déjà donné dans les recommandations précédentes. L'antigénurie pneumocoque est réservée uniquement dans les pneumonies et du communautaire grave et pas dans les autres pneumonies, y compris celles qui sont hospitalisées mais non graves. L'antigénurie légionnelle est à restreindre aux pneumonies graves et aux pneumonies non graves si vous avez des arguments évocateur d'une légionnelle. Donc ça peut être sur la présentation clinique ou biologique évocatrice, même s'il y a peu d'arguments spécifiques vraiment à la légionnelle. Mais donc les deux marqueurs les plus associés à la légionnelle, on va dire que c'est les signes digestifs associés, même s'ils ne sont pas spécifiques, je le rappelle, et puis l'hyponatrémie, qui elle aussi n'est pas forcément toujours spécifique. Mais ces deux marqueurs, notamment s'ils sont associés, sont assez évocateurs de légionnelle. Les patients immunodéprimés qui sont beaucoup plus à risque que les non immunodéprimés de faire des légionnelles, et puis soit un contexte épidémique, soit un voyage récent qui sont aussi des facteurs de risque. Enfin, le voyage est un facteur de risque d'infection légionnaire. Donc, sur les virus respiratoires, donc, je vous en ai parlé, c'est vrai qu'on a tendance à les chercher de plus en plus, notamment depuis la pandémie de Covid-19, grâce aux PCR qu'on appelle triplets ou quadriplets, qui vont permettre de dépister donc VRS, grippe A et grippe B et SARS-CoV-2 sur un même échantillon nasopharyngé. Donc on va privilégier, lorsque c'est possible, d'utiliser plutôt des PCR par rapport aux tests antigéniques, étant donné les performances supérieures de ces PCR.
On peut être amené à compléter la recherche selon les situations, c'est-à-dire envisager d'utiliser des panels multiplex, donc plus larges juste que la quadriplex. Ces panels, donc, quels sont-ils? Il y a les panels qu'on appelle respiratoires hauts, c'est-à-dire qu'on va utiliser sur des prélèvements majoritairement nasopharyngés. Donc vous avez donc, dans ces panels la recherche d'à peu près 12 à 15 virus qui peut être complétée par, selon les panels, certaines bactéries atypiques parmi mycoplasme, chlamydia, Bordetella pertussis. Et donc là, vous avez un exemple de quatre panels qui sont fréquemment utilisés. J'attire votre attention juste sur le fait que dans certains panels hauts, il y a la légionnelle et il est vraiment fortement déconseillé de se reposer sur un prélèvement nasopharyngé pour rechercher une légionnelle. Il faut vraiment si on cherche à avoir un résultat de légionnelle sur une PCR, il faut faire un prélèvement respiratoire bas. Donc se méfier des panels qui contiennent la légionnelle et donc ne pas à tort dire qu'un patient n'a pas de légionnelle si on ne l'a recherché que sur un prélèvement nasopharyngé. Donc ça, c'est vraiment un point d'attention. Ensuite, il existe des panels respiratoires bas. Ces panels respiratoires bas, ils vont permettre de rechercher les virus que vous avez à droite de la diapositive, certaines bactéries atypiques. Là, on a la légionnelle, mais on peut faire confiance à ces résultats sur prélèvement respiratoire bas. Et puis, en plus de ça, on va avoir un certain nombre de bactéries cultivables. Donc, vous avez la liste ici. En plus de ces bactéries cultivables, ces panels permettent de chercher un certain nombre de gènes de résistance, notamment les gènes de résistance du staph doré à la méticilline, certains gènes de résistance BLSE et carbapénémase. Il faut savoir malgré tout que dans ces panels bas, il y a quelques trous dans le spectre, c'est-à-dire que certaines bactéries cultivables ne sont pas présentes. C'est le cas par exemple de Stenotrophomonas ou de Serratia. Et on a des résultats qui sont semi-quantitatifs et qui sont des fois difficiles d'interprétation. On a du mal des fois à faire la distinction dans ces panels entre une colonisation d'une vraie infection, ce qui pose la question là aussi du surtraitement antibiotique. Et donc, je rappelle que ces panels sont à réaliser sur des prélèvements respiratoires bas. Même certaines études montrent aussi également qu'il y a des résultats intéressants sur des crachats, notamment des crachats induits. Donc, les recommandations pour ces PCR multiplex en ambulatoire, c'est de ne pas utiliser ni les panels hauts ni les panels bas. Pour les patients hospitalisés en médecine, l'intérêt peut être d'utiliser les panels hauts. Si si on a un contexte évocateur de bactéries atypiques, et c'est notamment intéressant si on veut rechercher Mycoplasma pneumoniae, qui est la bactérie atypique la plus fréquemment rencontrée, ou si on pense que chercher un autre virus que le panel quadriplex peut avoir un intérêt et peut nous aider, par exemple, à suspendre un traitement antibiotique. En soins critiques, le raisonnement est le même pour le panel haut et pour le panel bas. Alors, je vois que quelqu'un a fait des petits traits la diapositive. Je sais pas si c'est un message. Pour les panels bas, donc on va recommander leur utilisation s'il y a une antibiothérapie autre que C3G ou macrolide qui est instaurée. Donc là aussi dans le même raisonnement pour pouvoir ensuite réduire le spectre. Ou si on a une suspicion de légionnelle et des antigénuries négatives. Et donc là, il y a tout intérêt à utiliser ces panels PCR avec des très bons résultats sur la légionnelle, mais je vous rappelle sur prélèvement bas. Pour le traitement, donc le traitement là aussi, je ne sais pas si la personne qui a fait le trait peut l'effacer. Merci. Les traitements donc, sont résumés entre pneumonie ambulatoire, pneumonie hospitalisée non grave ou pneumonie hospitalisée grave, et on va raisonner selon que le patient ait ou pas des comorbidités, ce qui va légèrement changer les antibiothérapies utilisées. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des patients avec comorbidité? Donc, un point important de l'évolution, ce que vous avez en bas à gauche de la diapositive, c'est qu'avant, on considérait que toute personne après 65 ans était considérée comme comorbide et on lui recommandait une antibiothérapie différente. L'âge maintenant ne fait plus partie des comorbidités. Donc, il y a un raisonnement uniquement sur des vraies comorbidités, c'est-à-dire pathologies chroniques. En plus de ça, on va avoir donc des patients qui auraient été hospitalisés dans les 3 mois précédents, qui auraient reçu une antibiothérapie dans le mois précédent, éthylisme chronique, trouble de la déglutition, maladie neurologique sévère à crise de fausse route, néoplasie active, autre immunodépression, BPCO sévère ou autre insuffisance respiratoire chronique, insuffisance cardiaque chronique, insuffisance hépatique ou insuffisance rénale chronique. Donc ces patients-là, on va le voir, vont avoir des antibiothérapies qui probabilisent qui vont être différentes de personnes qu'on va considérer comme n'ayant pas de comorbidité. Donc, si on résume l'antibiothérapie probabiliste ou empirique des pneumonies du communautaire en ambulatoire,
Donc, chez une personne sans comorbidité, si vous avez un tableau qui n'est pas évocateur de bactéries atypiques, on va utiliser amoxicilline. Chez un patient avec comorbidité, on va utiliser amoxicilline acide clavulanique. Les alternatives vont être chez les gens sans comorbidité, la pyostacine, la pristinamycine, et chez les gens avec comorbidité, une C3G parentérale. Dans les tableaux évocateurs de bactéries atypiques, donc on peut utiliser soit un macrolide, soit la pyostacine qui a également cette activité anti-germe intracellulaire. Dans les situations de ou de surinfection bactérienne d'une infection virale, donc typiquement quelqu'un qui a fait la grippe et qui revient 10 à 15 jours après avec un tableau, enfin 10 jours plutôt, avec un tableau de pneumonie du communautaire, on va privilégier l'utilisation de l'association amolcine acide clavulanique pour couvrir les germes les plus fréquemment responsables de surinfection de virus respiratoires tels que Staph doré, Streptocoque ou Haemophilus influenzae. Dans les antibiothérapies empiriques chez l'adulte hospitalisé, mais non grave, on va, s'il n'y a pas de comorbidité, utiliser amoxicilline, avec une comorbidité amoxicilline aciclavulanique. En alternative, les C3G. Donc là, vous voyez que la pristinamycine n'a plus sa place. Et dans le tableau évocateur de bactéries atypiques, là aussi, les macrolides peuvent être utilisés. La lévofloxacine a été rétrogradée là aussi et ne doit être utilisée que en cas d'allergie vraie, contre-indiquant l'utilisation des bêta-lactamines. Dans ce cas-là, on va privilégier l'utilisation de la lévofloxacine, le Tavanic. Les bithérapies, donc en fait, il y a très peu de situations dans lesquelles on doit faire une bithérapie. Donc ça va être les pneumonies sévères, donc admises en soins critiques ou en réanimation. Et dans ce cas-là, on va utiliser à la fois une bêta-lactamine à large spectre et un macrolide pour couvrir à la fois le pneumocoque et la légionelle qui seront bien sûr réadaptés. On va désescalader vers une monothérapie de bêta-lactamine dès qu'on a pu éliminer une pneumonie à bactéries atypiques et notamment à légionelle. Donc pas de bithérapie dans les pneumonies une fois qu'elles ont été documentées, y compris les pneumonies à légionelles, je vais y revenir. La seule situation dans laquelle on peut faire des bithérapies, c'est les pneumonies sévères avec des souches de Staph doré producteurs de toxines, dans lesquelles on va utiliser une bêta-lactamine antistaphylococcique et auquel on peut ajouter une antibiotique à activité antitoxinique comme la clindamycine ou le linezolide. Donc, je ne rentre pas dans les détails de ce tableau je vous laisserai avec les posologies qui ont été redonnées pour les différents antibiotiques dans ces recommandations, avec les posologies pour les pneumonies non graves, donc hors soins critiques, et celles pour les pneumonies en soins critiques. Un mot sur les bêta-lactamines anti-pseudomonas, donc quelle indication à l'utilisation? Donc ça va être principalement pour les patients qui auraient un antécédent de colonisation ou d'infection respiratoire à Pio, c'est-à-dire datant de moins de 1 an. Et puis pour les patients admis en soins intensifs, c'est les personnes qui pourraient avoir des facteurs de risque, donc un facteur de risque parmi une antibiothérapie récente, une BPCO sévère, bronchiectasie ou mucoviscidose ou des patients trachéotomisés. Si vous voulez utiliser une bêta-lactamine en type Pseudomonas en probabiliste, il est plutôt recommandé d'utiliser cefepime ou piperacilline tazobactam en première intention et pas la ceftazidime, étant donné que la ceftazidime a quand même une activité intrinsèque, notamment sur le pneumocoque, qui est moins bonne. Pour la légionelle, donc là, on n'est pas revenu sur les recommandations de 2011, simplement quelques précisions, que l'azithromycine et le macrolide in vitro qui a les meilleures performances sur légionelle, qu'il y a des données discordantes sur la supériorité des fluoroquinolones par rapport aux macrolides et que la supériorité de faire une bithérapie sur les légionnelles, y compris les légionnelles graves, n'a jamais été démontrée. Donc en pratique, on recommande l'utilisation d'un macrolide en première ligne et la lévofloxacine n'est à utiliser qu'en cas de forme grave ou en cas de contre-indication au macrolide et les fluoroquinolones à utiliser de manière préférentielle, plutôt la lévofloxacine ou la molsifloxacine. Un mot sur les traitements adjuvants, donc les corticoïdes. Là aussi, ça fait partie des grandes nouveautés, notamment grâce aux résultats de l'étude de Cape Cod, une étude française qui avait été publiée dans le New England Journal of Medicine en 2023 et qui a montré donc un bénéfice à utiliser des corticoïdes et notamment sous la forme d'hémisulcinate d'hydrocortisone dans les pneumonies sévères et uniquement dans les pneumonies sévères. Donc, dans les pneumonies non sévères, pas d'indication aux corticoïdes sauf des situations de BPC ou de bronchospasme pour lesquelles il est bien montré leurs bénéfices. Mais dans les pneumonies sévères,
Par contre, c'est recommandé, à l'exception donc, de ces trois situations qui étaient des critères d'exclusion des patients dans l'essai, notamment les patients qui avaient des pneumonies grippales. Donc là aussi, hein, à mon sens, ça peut se discuter, mais pour l'instant, les recommandations sont telles qu'elles sont. Donc il faut utiliser les sulcinate d'hydrocortisone à la dose de 200 mg par jour, le plus précocement possible, pour une durée qui va être à cette posologie de 4 à 8 jours en fonction de l'évolution clinique. Donc en cas de bonne évolution clinique, on décroît à 4 jours pour une durée totale de 8 jours. En cas de moins bonne évolution clinique, on poursuit à cette dose-là à 8 jours avec une décroissance jusqu'à 14 jours au total. La durée de traitement, avec là aussi, ça fait partie des grandes nouveautés. On considère maintenant sur la base de plusieurs essais cliniques, notamment l'essai qu'avait mené le professeur Dean donc, sur la durée de traitement. On donc a montré une non-infériorité d'une antibiothérapie courte lorsque les patients avaient une bonne évolution clinique rapide. Donc c'est ces critères-là qu'on a repris pour les recommandations. Donc en pratique, un patient qui atteint des critères de stabilité qui sont définis ici, c'est-à-dire apyrétique, une tension artérielle systolique supérieure à 90, une fréquence cardiaque à moins de 100, une fréquence respiratoire à moins de 24 cycles par minute et une saturation au-delà de 90% en air ambiant. Ces patients-là, on peut leur arrêter les traitements au bout de 3 jours. Les patients qui atteignent cette stabilité entre J3 et J5, c'est 5 jours de traitement. Et pour les autres patients, on fait 7 jours, c'est-à-dire comme avant. Un traitement supérieur à 7 jours doit être argumenté, c'est-à-dire présence de complications type abcès pulmonaire ou pleurésie associées qui peuvent amener à poursuivre la durée de traitement. Un point juste à souligner, c'est que dans les essais qui ont conduit à ces recommandations, il n'y a pas de personnes immunodéprimées, donc les personnes immunodéprimées doivent continuer à recevoir 7 jours de traitement pour l'instant. Et enfin, je terminerai avec le suivi. Le suivi, donc surtout sur l'imagerie de contrôle, parce que là aussi, il y avait des choses qui étaient pas toujours très claires. Donc, pas d'imagerie de contrôle systématique quand l'évolution clinique est favorable. On peut être amené à prescrire un scanner si les personnes ne s'améliorent pas ou s'aggravent à 48-72 heures après le traitement de première intention, donc les antibiotiques qu'on a évoqués tout à l'heure, avec un traitement bien pris et bien conduit, aux posologies adaptées. Donc ça, c'est toujours dans la phase aiguë. Et après, on recommande aussi la réalisation d'un scanner thoracique chez les personnes avec des facteurs de risque de cancer bronchopulmonaire qui peuvent être masqués par une pneumonie, donc personne de plus de 50 ans, avec un tabagisme chronique. Et on conseille par contre de laisser un délai de 2 mois entre l'épisode de pneumonie et la réalisation du scanner à la recherche d'un cancer bronchopulmonaire. Sinon, si c'est trop précoce, il n'y aura pas eu, si on peut dire, de nettoyage des images et on peut d'une part passer à côté du cancer, ou d'autre part se poser la question de réintroduire des traitements antibiotiques. C'est souvent des questions qu'on a. Si les images n'ont pas complètement disparu, ce n'est pas une raison pour poursuivre l'antibiothérapie ou reprendre une antibiothérapie si les personnes sont considérées comme guéries cliniquement. Voilà, donc pas de contrôle d'imagerie systématique, mais par contre ça peut être fait à distance chez les personnes à risque de cancer. Et donc en conclusion, donc l'épidémiologie, je vous l'ai dit, on a vraiment ces facteurs âge et comorbidité. Bon, il peut y avoir des émergences, bien sûr, d'agents infectieux, de réémergence. On a vu notamment avec les vagues d'infections à Mycoplasma pneumonique qu'on a pu avoir, qu'il y a pu avoir un peu partout dans le monde, notamment en France au cours de l'été 2024. La radiologie, donc augmentation importante de l'utilisation de l'échographie thoracique, on place au même niveau de la radiographie du thorax. Le scanner thoracique a lui aussi des très bonnes performances, mais plutôt en deuxième intention ou en cas de doute diagnostic. Les biomarqueurs ont peu ou pas d'intérêt à l'heure actuelle. En bactériologie, on va plutôt cibler l'utilisation des examens, que ce soit les antigénuries, les ECBC et les hémocultures, je vous l'ai dit, à certaines catégories de patients. L'utilisation de la biologie moléculaire donc pour les virus respiratoires, en tout cas en France, l'utilisation de la quadriplex, donc VRS, grippe, Covid, est de plus en plus fréquente. Les panels multiplex, pour l'instant, on a limité leur utilisation parce que on ne sait pas trop finalement comment interpréter forcément toujours les résultats et l'impact que peuvent avoir ces résultats, notamment sur l'utilisation des antibiotiques. L'antibiothérapie, on a maintenant clairement affirmé le fait qu'il faut avoir des durées plus courtes de traitement, peu d'indications à la bithérapie, on l'a vu, et puis aussi dans les nouveautés, il y avait la corticothérapie qui a tout son intérêt dans les pneumonies considérées comme graves. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je peux répondre à vos questions si vous en avez. Bravo Paul, merci beaucoup
ce résumé digest des recos très très clair. On voit qu'on a quelques réactions. Je vais regarder si on avait des questions. Donc on a le docteur Fanou qui nous dit qu'en est-il des pneumopathies fongiques, candidose aspergillose? Alors, Oui, c'est vrai alors qu'elles n'étaient pas couvertes non, non, par elles la... n'étaient pas du tout couvertes, donc c'est vrai que c'est pas du tout quelque chose que j'ai abordé là. Je sais pas si vous avez une question particulière sur ça, mais non, c'est pas quelque chose qu'on a couvert dans les. On a plutôt considéré là les pneumonies du communautaire comme étant principalement bactériennes, donc on n'a pas du tout traité notamment des pneumonies grippales par exemple, l'utilisation des antiviraux. On a abordé ça surtout dans le contexte, voilà, comment définir une pneumonie bactérienne par rapport à une pneumonie virale, enfin en tout cas avec les outils disponibles, mais sur les pneumonies non fongiques, on n'a pas, y a pas de point de partie dans les recommandations. Ah, je sais pas Je entendu. vois que Alessandre parle, le Oui, micro oui, fermé. Pardon, je disais, le docteur Doukpo demandait quelle était la place de la NFS dans le diagnostic et le suivi d'une PAC. Oui, alors là aussi, c'est vrai qu'on a. Alors, c'est vraiment, c'est pour le coup un examen qui est relativement simple et peu coûteux. On a aussi dit qu'il n'y avait pas forcément besoin d'avoir de NFS et notamment de leucocytes pour ni diagnostiquer ni suivre les pneumonies. Donc là aussi, il n'y a pas de seuil défini au-dessus desquels on peut affirmer qu'une pneumonie, par exemple, est bactérienne par rapport à une pneumonie virale, même si bien sûr les pneumonies bactériennes vont avoir des taux de leucocytes qui vont être plus élevés, mais c'est toujours le raisonnement a été un peu le même que pour PCT et CRP. Voilà, on a mis les mêmes conclusions. Merci Paul. Alors juste pour les collègues, je vois qu'il y a une question sur l'accessibilité des supports. Donc j'en profite pour partager mon écran. Vous avez ici le site infectiologie.com, qui est le site de l'infectiologie française, donc de la SPILF, du CEMIT, des syndicats, du syndicat et d'autres organisations. Et tout ce qui vous est, toutes les recommandations, vous pourrez les retrouver dans Documents, Diaporama des recommandations. Et là, vous avez tous les diaporamas faits par le groupe de recommandations qui sont en accès libre. Mais vous pouvez aussi retrouver les textes des recommandations pareil, qui sont tous en accès libre. Et puis, si vous avez d'autres questionnements, vous avez en accès libre également toutes ces formations diverses et variées, les présentations des congrès, des JNI. Donc, il y a vraiment beaucoup de matériel accessible. Là, vous avez le séminaire Bon usage dans le monde où vous aurez les diaporamas et ces webinaires de toute façon sont enregistrés et vous y aurez accès aussi via le site infectiologie.com, au-delà de recevoir les PowerPoint. Il y avait une autre question. Qu'est-ce qu'il en est des critères de gravité? Est-ce qu'on reste toujours sur le CRB 65 ou est-ce que on oublie ce CRB ou ce CURB 65 en fonction des pays? Oui, alors c'est qu'il n'y a pas de nouveaux vraiment scores qui ont été mis enfin qui ont été créés. Le CRB 65 ou CURB 65, ou plutôt pour les critères d'hospitalisation. Après, on peut avoir pour les critères d'admission en réanimation un score de Fine par exemple, qui plus il est élevé, plus il est associé à la mortalité. Mais c'est vrai que oui, il n'y a pas de grandes nouveautés concernant les scores. Très bien. Une autre question sur les patients qui ont une PAC grave en soins critiques. Ouais. Est-ce que tu aurais une préférence entre la lévofloxacine et la ciprofloxacine? Et d'autant plus s'il y a des facteurs de risque de bactéries multirésistantes. Ouais, alors c'est vrai que
Alors ça serait plutôt un traitement ciblé. C'est vrai que les fluoroquinones n'ont plutôt pas, y compris dans les packs graves, donc on dit plutôt l'association C3G parentérale avec macrolide. La lévofloxacine peut venir remplacer cette association éventuellement en cas d'allergie au bêta-lactamine. Et dans ce cas, on va préférer plutôt la lévofloxacine. Très bien. Une question aussi sur la corticothérapie. La question était, est-ce qu'on peut utiliser la méthylprénisone ou la dexaméthasone? Alors après, c'est qu'on a ces équivalences hein, enfin, on peut définir des équivalences entre les différentes formes de corticoïdes. Ce qui a été mis dans les recommandations, c'est en fait ce qui a été utilisé avec dans l'étude Cape Cod dont je vous ai parlé, qui est donc l'hémisulcinate d'hydrocortisone. Je sais pas, j'aurais du mal à me prononcer si, enfin, je pense qu'il peut y avoir des équivalences, mais c'est vrai que voilà, c'est toujours complexe précédemment, et notamment dans les formes non graves, il y avait toujours cette discussion de savoir est-ce que c'était intéressant ou pas, et notamment quand il y a des méta-analyses qui sont faites, des fois dans les remarques et les critiques des méta-analyses, c'est que par exemple pas toutes les formes de médecine, enfin toutes les études n'utilisent pas la même forme de corticoïdes, et donc on ne sait pas vraiment. Donc j'aurais du mal à vous répondre, j'aurais tendance à dire plutôt utiliser misoxynate d'hydrocortisone pour lequel on est sûr d'avoir des preuves. Voilà. D'accord. Une autre question sur l'intérêt de la procalcitonine dans les packs graves. On est assez d'accord qu'il n'y en a pas. Non, voilà, il y en a pas. D'accord. Très bien. Il y avait une question sur l'impact du panel quadruplex. Est-ce que ça ne va pas limiter la détection de certaines étiologies? Alors vous voulez dire par rapport au panel multiplex peut-être? Parce que bah, c'est vrai qu'avant on n'utilisait pas ces panels, quoi. On faisait des PCR, enfin on pouvait faire des PCR grippe, après on a fait des PCR Covid, maintenant on détecte assez systématiquement le VRS aussi de manière associée. La limite c'est que c'est des panels multiplex, si je comprends bien la question, en fait c'est qu'effectivement si on fait que des quadriplex, ben, on va pas rechercher d'autres virus respiratoires par exemple. Donc on peut passer par exemple à côté, je sais pas, du métapneumovirus ou du parainfluenzae qui peuvent donner des pneumonies à eux seuls. La problématique, c'est qu'on n'a pas de thérapeutique pour ces virus respiratoires. Donc, c'est vrai on a le résultat. Souvent, on est un peu bloqué. À mon sens, là où il y a vraiment beaucoup de travail à faire, c'est quand on a un virus respiratoire, quel qu'il soit, est-ce que ça peut nous permettre de sauter le pas et de dire, ah ben en fait, ce patient, grâce à l'imagerie, grâce à la biologie, grâce à la PCR multiplex, je peux dire, il a juste une pneumonie virale et j'arrête les antibiotiques. Ça, c'est un niveau encore supérieur, et pour l'instant, il y a assez peu de gens qui osent le faire, mais finalement, c'est ça qui serait intéressant si on veut limiter l'utilisation des antibiotiques dans les pneumonies, parce que, comme je le disais au début, il y a encore probablement trop de pneumonies qui sont virales et pour lesquelles on met des antibiotiques. Hmm. Et il faut se rappeler aussi des vieilles publications, hein. Une des premières publications, un des premiers essais cliniques sur les pneumopathies bactériennes, c'est une dose de pénicilline. Et c'est tout. Et les Ouais, résultats n'étaient pas si mauvais que ça. ouais. Absolument. Une autre question, alors il y a des questions qui reviennent sur ce qu'il y a dans la recommandation, donc je me permets de vous recommander d'aller voir sur le site de la SPILF ou d'accéder sur le site de la Sobépite quand il y aura les webinaires en ligne pour vous réécouter cette session qui était très dense. Mais il y a une question qui a été débattue également pendant la journée sur le bon usage dans les pays de faibles et moyens revenus. C'est est-ce que tu penses que la durée de l'antibiothérapie, telle qu'on l'a proposée dans nos recommandations, qui sont sur un contexte de pays riches, est-ce que tu crois que ces durées raccourcies sont adaptables au contexte africain? Bah, c'est une bonne question. Je serais intéressé de savoir ce que vous avez dit à la journée. J'aurais tendance à dire oui. Il faudrait. En fait, le profil des patients qui ont été inclus dans ces essais, notamment l'essai français, c'est quand même des personnes qui sont âgées, avec pas mal de comorbidités. Probablement que dans le contexte africain, c'est des personnes un petit peu plus jeunes, avec peut-être un peu moins de comorbidités, mais vous me direz si je me trompe. J'aurais tendance à dire oui. Voilà, comme je vous l'ai rappelé, ça exclut les personnes qui sont immunodéprimées. Mais voilà, je sais pas ce que vous en aviez dit Ah, lors du séminaire, mais
C'est une vraie question. C'est vrai que les études, enfin, il faut se rappeler comment sont faites les recommandations, hein. Les recommandations, elles sont faites à partir des données de la littérature et clairement, la quantité et le niveau de preuve, les niveaux de preuve existants de littérature sur des contextes communautaires africains sont quasi inexistantes. Et donc, du coup, c'est difficile de dire qu'on peut à 100% transposer. Il n'y a pas eu d'essai clinique montrant que c'était la même chose. En même temps, il n'y a pas de raison particulière qu'une pneumonie à pneumocoque soit différente en France ou en Afrique, si ce n'est peut-être le pourcentage de souches de pneumocoque de sensibilité diminuée, mais quand bien même on aurait utilisé les mêmes molécules la sensibilité diminuée, si on utilise une antibiothérapie efficace, ne devrait pas C'est faire ça. allonger la durée de traitement. Mm. Il y a Sébastien qui a levé la main. Donc Sébastien, je t'en prie, il faut que tu Je restes. Voilà. pensais que je... Voilà. Bonjour à toutes et tous. Oui, j'ai une question parce que je me souviens plus exactement. Euh, j'ai plus relu récemment ce texte de recommandation. Alors, vous allez me dire, ça va faire un petit peu le lien avec le topo que je dois faire après, mais quand même, il y a une question qui se pose quand même, c'est l'immunodépression et le VIH. Et on sait que en Afrique, il y a une séroprévalence du VIH important et que c'est pas forcément les mêmes prises en charge. Est-ce que dans les recommandations, les recommandations hexagonales, là, il y a quelque chose qui dit comme on apprend à nos étudiants, voilà, bah, il y a un moment, il faut faire un test du VIH, éventuellement un test rapide, parce que ça ne sera pas la même chose. Bon, il y a des présentations cliniques qui peuvent orienter vers tel ou tel agent opportuniste, mais tu vois, et puis ne serait-ce que aussi, voilà, l'immunodépression. Je sais plus si la SPILF s'est bien positionnée là-dessus. Non, je crois pas qu'on ait reparlé de ça. Tu veux dire sur une pneumonie à pneumocoque, bien penser à faire un dépistage Oui, sur une voilà, ou pneumonie pneumopathie aiguë communautaire, virale, n'importe non. quoi, de se dire, bah quand même, c'est pas la même chose, immunodépression ou pas, et donc il y a un moment où il faut dépister, et ça peut se faire, voilà, soit dans les jours après, soit éventuellement quand Ouais. les pneumonies sont graves, sur un test rapide en fonction Non, non, des je crois pas. Enfin, je regarderai, mais je pense vraiment pas Non. qu'on ait abordé ça, hein. Non, ça n'y est pas. C'était pas dans le scope de la Ouais, recommandation, mais aussi parce que dans les recommandations françaises, tout contact avec le système de soins doit être l'occasion de proposer, si ce n'a pas été fait récemment et s'il y a eu des prises de risque, ouais. de faire un dépistage pour le VIH. Donc, ça, c'est pas redit dans la recommandation telle quelle, mais c'est implicite. Voilà. Après, c'est vrai que sur cette recommandation, il n'y a pas la notion de, par exemple, devant une pneumonie aiguë communautaire grave, faut-il rechercher des déficits immunitaires, qu'ils Mm. soient acquis type VIH ou qu'ils soient constitutionnels, avec recherche de déficits immunitaires Ouais, ouais, non, en fait, génétique ou autre. il y a pas de chapitre comme ça. Ça n'a pas été abordé dans Non. cette mise à jour de la recommandation. C'est toujours bien de le redire en fait. Mm. Tout à fait. Eh ben, Et écoute, je voudrais Paul, juste faire un petit commentaire quand même sur la durée du traitement. Euh, Est-ce que la même durée s'applique chez nous, si vous me permettez très rapidement? En réalité, ce qu'on a constaté, on a fait des études quand même sur l'antibiothérapie dans les pneumonies et dans d'autres infections. Ce qu'on constate, même dans la situation où le médecin pense que toute antibiothérapie reste à 10 jours de traitement, en réalité, les ordonnances tiennent compte rarement de la quantité de médicaments qu'il faut pour assurer la durée du traitement de 7 à 10 jours. Et donc, finalement, les malades, ce que nous avons constaté, ne font pas plus de 5 jours de traitement dans la grande majorité des cas. Et déjà, systématiquement, ils arrêtent leur traitement lorsqu'ils sont satisfaits. Enfin, après 3 jours à 4 jours de traitement, lorsque les symptômes régressent, très peu continuent le traitement, même si la prescription permettait de lui garantir un traitement de plus longue durée. Donc, c'est une manière de dire que c'est bien applicable chez nous.
Et il va falloir juste que le médecin en tienne compte et prescrire à sa juste valeur la quantité et la durée qu'il faut. Merci. D'accord, Merci merci beaucoup, pour cette Kossi. Ça clarification. montre que les patients sont parfois plus intelligents que les Ouais. docteurs. Absolument. Que les conditions financières les y obligent. Alors, je suis désolé, on va Très devoir bien. arrêter la discussion sur cette partie-là. Donc, je prendrai plus de questions et les collègues qui ont levé la main, je ne vais pas pouvoir vous donner la parole. Si on veut avoir le temps d'écouter le professeur Gallien et puis de discuter aussi cette présentation. Paul, merci encore. Merci pour toutes vos questions. Les présentations, j'ai dit que vous pourrez les avoir secondairement. Si vous voulez retrouver le diaporama de ces recommandations-là, duquel Paul s'est inspiré, vous pouvez aller sur le site infectiologie.com et à l'onglet recommandations, vous avez le diaporama qui résume cette recommandation-là. Donc voilà. Au Euh, revoir. Merci à Au tous. revoir, Paul. Au Merci à revoir, toi. Paul. Au Merci revoir. beaucoup. Salut Paul. Bon. Sébastien, la parole est Oui, à toi. On te laisse partager ton écran. oui, je partage. Alors, attends. Tac.